Sur le net, on reçoit des informations en disant qu'il y avait un nouvel envahisseur, un ver plat. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on en avait, quoi. Grosse surprise parce qu'on n'a jamais su ce que c'était. On pensait bêtement à des sangsues. Quand on lève un pot, il n'y a présence d'aucun cloporte, d'aucun autre ver. Les autres animaux le fuient ou alors ils les bouffent. Ah bah regardez, il y en a un ici. Il y a environ 900 espèces de vers plats terrestres connues, mais parmi celles qui nous intéressent, c'est-à-dire celles qui sont arrivées en Europe et qui nous envahissent, une grosse dizaine. Tout a commencé dans le laboratoire de Jean-Loup Justine, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Dans ce prestigieux musée se raconte la grande aventure du vivant, grâce à ces chercheurs qui étudient toute forme d'espèces sur Terre. Et c'est dans ce laboratoire, pourtant habitué aux bizarreries de la nature, que cet éminent spécialiste des parasites a vu atterrir dans son bureau un spécimen qui lui était totalement inconnu. En mars 2013, je reçois un email tout à fait étonnant d'un collègue qui me transmet une photo prise par un amateur qui s'appelle Pierre Gros, qui est à Cagnes-sur-Mer et qui a trouvé dans son jardin un animal tout à fait bizarre que personne n'a jamais vu en France. Voilà, bonjour, je suis un passionné de photos d'insectes habitant dans le sud de la France, Cagnes-sur-Mer. À ce titre, je pratique fréquemment l'élevage des choses insolites. Je suis tombé sur un ver plat de couleur brune. J'ai installé dans mon jardin des planchettes et des cailloux que j'inspecte régulièrement. Et donc un jour, je vois un ver que je connaissais absolument pas. Au bout de quelques temps, là, j'ai réussi à contacter Jean-Loup Justine. D'abord, il a cru un canular. Et puis j'ai dit non, c'est sérieux, c'est dans mon jardin. Trouver des espèces inconnues quand on part en expédition au fin fond des tropiques, c'est normal. Trouver une espèce inconnue dans un jardin en France métropolitaine, c'est un peu plus exceptionnel. Et donc, je fais quelques recherches et je m'aperçois que ce ver plat, en fait, c'est un platelman terrestre. Quand on voit un animal qui fait plus de 5 cm dans un jardin et qu'il est abondant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'il mange? Donc, à partir de ce moment-là, tout de suite, on se dit « Oh, cet animal est probablement un danger ». Et dans ce cas, il faut très rapidement l'identifier, car il pourrait appartenir aux espèces exotiques envahissantes. Depuis que l'humain voyage, il transporte, volontairement ou non, des espèces d'origine animale et végétale hors de ses frontières. Si la plupart ne survivent pas et disparaissent, les plus coriaces y trouvent des conditions de vie adaptées et prolifèrent au point de devenir un danger pour leur milieu d'adoption. Une menace qui n'est pas prise à la légère par l'Union internationale pour la conservation de la nature, où Emmanuel Sarah coordonne la prévention et la gestion de ces espèces sur notre territoire. Une fois qu'elle est arrivée sur le territoire, elle doit franchir plusieurs barrières. Donc déjà, elle doit survivre au milieu qui l'accueille. Elle doit s'installer, se naturaliser, se reproduire, se disperser et avoir des impacts. Et c'est quand elle a franchi toutes ces barrières et qu'elle provoque des impacts qu'on parle d'espèces exotiques envahissantes. Avec près de 2000 espèces recensées, la France est parmi les pays les plus touchés. Si certaines ont été introduites accidentellement via des transports de marchandises, la plupart l'ont été volontairement pour l'aquariophilie, l'ornementation des jardins ou l'élevage. Souvenez-vous de la si mignonne petite tortue de Floride, l'animal de compagnie de nos enfants, qui s'est mise à dévorer la tortue locale sitôt après avoir été relâchée dans la nature. Car à l'absence de prédateurs naturels, ces espèces se reproduisent jusqu'à envahir le territoire qu'elles occupent, tout en entrant en compétition avec une espèce qu'elles menacent d'éradiquer. Ces impacts peuvent être aussi écologiques, comme le ragondin, échappé des élevages de fourrure,
responsable de l'affaissement des berges où il creuse ses terriers. Ou sanitaire, avec les maladies véhiculées par le raton laveur. La liste est longue, malheureusement. C'est complètement lié à la mondialisation. Et au niveau mondial, on observe qu'il y a de plus en plus d'espèces exotiques envahissantes et que le rythme d'introduction de nouvelles espèces au niveau mondial ne ralentit pas. On n'a aucun signe de ralentissement, donc c'est quelque chose qui suit une courbe exponentielle. La première étape pour travailler sur un animal, c'est qu'il ait un nom. En 2016, on a donné un nom latin, Obama d'Ungara. L'étape qui nous a pris beaucoup de temps, c'est de comprendre quelle était l'étendue de l'envahissement de la France par cette espèce. Nous avions quelques signalements par quelques personnes dans leur jardin, mais très dispersés. Donc nous avons lancé une campagne nationale de sciences participatives et nous avons reçu des centaines et des centaines de signalements dans des jardins. Et donc nous avons pu faire une cartographie de l'envahissement de la France par Obama d'Ungara. Le résultat, c'est que Obama d'Ungara a déjà maintenant envahi plus de 70 départements français métropolitains et que très probablement on ne ralentira plus son invasion. Et pourtant, un département résiste encore et toujours à ce nouvel envahisseur, la Loire, où l'alerte lancée par Jean-Loup Justine a bien été relayée par les acteurs locaux de l'environnement. La circulation de l'information est primordiale, car le meilleur moyen de se protéger de ce ver est de ne jamais le laisser entrer sur son territoire. Dans le parc naturel régional du Pilat, le ver plat est identifié dans les bases de données de l'Observatoire régional de la biodiversité. Mais savoir le reconnaître ne suffit pas. Ce ver plat évolue dans un monde souterrain qui échappe au simple regard. Aussi, pour s'assurer de son absence, il existe un protocole simple qui peut aider les professionnels à maintenir la vigilance. On a une action en direction des agriculteurs pour mieux connaître leur sol et en particulier pour mieux connaître la faune du sol et surtout les vers de terre. Ce qu'on fait, c'est un mélange d'eau et de moutarde. La moutarde a une substance qui est toxique pour les vers de terre. Et du coup, les vers de terre remontent à la surface pour justement échapper un petit peu à cette pollution qui les dérange. Là, hop. Donc là, un premier qui remonte, donc c'est bien une espèce locale déjà. Plus on a de vers de terre et plus on sait que le sol est vivant. Avec un protocole spécifique, on a une veille sur ces vers. Donc c'est autant de personnes sur le terrain qui pourront nous apporter, ou qui pourront vous faire remonter déjà les observations, on va dire, anormales, et que vous, derrière, vous pourrez soit nous transmettre, soit transmettre au niveau national, du coup, dans le cadre de l'enquête sur les vers plats. Et en travaillant comme ça sur la faune du sol avec les socio-professionnels, que ce soit agriculteurs, pépiniéristes, etc., ou horticulteurs, ça permet d'avoir un maximum de personnes qui vont collecter de l'information sur l'état des sols et qui vont pouvoir relever plus facilement la présence d'une espèce exotique comme le ver plat. Sur les invertébrés, l'espèce va pouvoir se développer plus facilement sans qu'on la voie trop. Donc il y a une animation qui est nécessaire pour réussir à surveiller un peu l'évolution de ces espèces-là. On n'a pas de données, on n'a pas d'informations qui nous disent que le ver plat est arrivé dans le Pilat. La Loire a toujours été en alerte face à cette menace et figure même parmi les départements pionniers dans sa stratégie de lutte, engageant dès les années 80 des actions contre la flore envahissante. L'impact lié à ces espèces est un enjeu national. L'État s'occupe désormais de leur gestion avec l'Agence régionale pour la santé et la Direction départementale des territoires. On a un département qui est riche de différents milieux naturels, puisqu'on a des zones de monts, on a des zones de piémont, on a des zones de plaine. On a environ 3000 km de cours d'eau. On a finalement dans le département un terrain de jeu qui est extrêmement large et où toutes ces espèces exotiques envahissantes peuvent s'exprimer. Et c'est peut-être pour ça qu'on a autant d'espèces exotiques sur notre territoire.
Il y en a à peu près 80 qui sont identifiés comme avec un caractère invasif sur notre territoire et donc qui posent souci et sur lesquels on doit agir. Dans le groupe flore, on peut citer les jussies, les renouées, les espèces liées à la santé, telles que l'ambroisie, la berce du Caucase. On a des espèces qui sont maintenant installées depuis plusieurs décennies, telles que le ragondin. Et puis on a des espèces qui sont un peu moins installées, mais qui tendent à s'installer, telles que le raton laveur, le frelon asiatique, l'écrevisse américaine, des espèces comme ça. Sur les écrevisses, on est démunis. Aujourd'hui, on ne sait pas éradiquer cette espèce. L'écrevisse de Californie est également recensée comme espèce exotique envahissante. Ses impacts sont terribles pour les cours d'eau qu'elle colonise. Dans la petite commune de Marles, tout a commencé lorsque les techniciens de la Fédération de pêche de la Loire ont organisé une pêche électrique. Une opération courante de gestion des plans d'eau qui consiste à relever la quantité de poissons sur une zone. On part avec la node et on va remonter et prospecter tous les habitats, toutes les zones, les sous-berges et tout ça pour attraper tous les poissons, les vairons, les loches, tout ce qu'on peut trouver jusqu'au niveau de ce point-là. Ce qui fait qu'on aura échantillonné un tout petit tronçon qui correspond en fait à la zone du cours d'eau. Sa colonisation de façon accidentelle il y a dans les années 80 dans le département, suite à une vidange inopinée d'un plan d'eau de quelqu'un qui avait tenté un élevage sans autorisation. De là, elle est partie dans le milieu naturel. Et du milieu naturel, malheureusement, les pêcheurs en ont transplanté ailleurs. Et on peut malheureusement dire qu'on a contribué à la dissémination de cette espèce, quoi. Il y en a de partout maintenant, de ces saloperies. On a une belle là. Allez bien. Je connais, c'est l'andouille qui a fait ça. Et malheureusement, elles sont porteuses aussi de maladies qui sont capables de décimer les écrevisses autochtones qu'il y avait naturellement dans ces ruisseaux, en particulier chez nous, l'écrevisse à pied blanc. Et c'est une mortalité totale. C'est-à-dire que vous avez 100% des individus qui vont être en contact avec le pathogène qui vont mourir. Donc, forcément, si ça arrive sur le haut d'un cours d'eau, tout ce qui est à l'aval est balayé. Alors maintenant, les écrevisses à pied blanc restent confinées en fait sur ce qu'on appelle les têtes de bassin versant, les petits ruisseaux. On n'a vraiment que les timbres-postes, les zones relictuelles de ce que l'écrevisse a pu coloniser il y a pas si longtemps que ça en fait. À partir du moment où cette espèce disparaît, on perd cette sentinelle de nos cours d'eau, qui est ce qu'on appelle un bio-indicateur. Et malheureusement, les écrevisses de Californie, elles résistent bien à la pollution, donc on n'a plus cet élément de suivi de nos cours d'eau. Et donc c'est une perte sèche de biodiversité et de qualité patrimoniale, hein, puisque c'était vraiment l'écrevisse à pied blanc était vraiment reliée à la qualité patrimoniale des cours d'eau. Alors le poids, groupé. Hein. Voilà, là on se trouve typiquement dans un secteur où il reste des écrevisses à pattes blanches sur ce qu'on appelle la tête de bassin versant. Et il y a un risque en fait que ces écrevisses remontent
viennent coloniser le ruisseau et fassent disparaître les écrevisses autochtones, quoi. Il faut absolument éviter la confrontation et maintenir en vie les pattes blanches. Mais comment empêcher le terrible prédateur d'accomplir son sinistre destin? Là, on a fait appel à Théo Dupéré, qui est vraiment un grand spécialiste de l'écrevisse de Californie. Si vous traînez vos bottes dans un cours d'eau où il y a de l'écrevisse de Californie porteuse, et après dans un cours d'eau où il y a de la patte blanche, vous avez un risque de transmettre la peste de l'écrevisse. Ça se déplace à un endroit, hop, là il y a quelqu'un d'autre qui va tremper ses bottes, hop, ça va à un autre endroit, et ainsi de suite. Et donc là, vous disséminez à tout bout de champ, en fait, le pathogène. Donc là, clairement, sur le petit cours d'eau de l'Écoté, à Marle, il y a une population d'écrevisses à pattes blanches qui est connue de la Fédération de pêche de la Loire, sur la partie amont. Et l'été dernier, au cours d'une opération de suivi, ils ont détecté quelques individus d'écrevisses de Californie, un peu en contrebas. Donc ce qu'on va faire pour les raisons sanitaires, c'est-à-dire qu'on va contrôler la présence de l'écrevisse à pattes blanches sur la partie amont, et après on va descendre pour faire la limite entre les deux populations et voir ce qui est faisable. Globalement, les écrevisses sont nocturnes. Donc la journée, elles ont besoin d'un habitat pour se protéger de la lumière du jour et des prédateurs. Donc pour nous, c'est un gros indice de présence en fait. C'est pas une cache. Donc là, on a des gros cailloux, des racines, un petit virage là avec un peu plus de profondeur. Donc normalement, ça c'est l'habitat où on a plus de chances de trouver des écrevisses. Bip! On y va. Là. Hop. Donc là, on a bien une écrevisse à pattes blanches. Alors, c'est une écrevisse, vous voyez, elle essaye de pinsouiller, mais c'est vraiment pas ultra agressif, quoi. Et ça fait pas vraiment mal. L'écrevisse à pattes blanches, dans la chaîne trophique, c'est concrètement un détritivore. Elle va recycler toutes les matières, que ce soit des poissons morts, des insectes, des végétaux qui vont tomber dans l'eau. L'écrevisse de Californie, elle va plus se positionner en tant que prédateur. Donc elle est capable de tuer des poissons qui sont bien portants. Elle va aller conquérir l'habitat de la patte blanche, pour lui prendre, hein, schématiquement. Donc ça ne va pas forcément être de la mise à mort directe, mais petit à petit, un coup, la patte blanche va perdre une pince, puis une patte, puis une antenne, puis un œil, puis une autre patte, puis une autre pince, et ainsi de suite. Les écrevisses exotiques envahissantes, c'est les seules espèces exotiques envahissantes où on a des preuves scientifiques de disparition locale d'espèces liées à leur présence. Tout l'enjeu est maintenant de repérer la frontière entre les deux populations et éviter l'affrontement. Théo, qui a l'expérience de ça, va pouvoir nous trouver ces bestioles et nous dire à peu près de façon certaine où est la limite, le front de colonisation des écrevisses de Californie. Là, typiquement, avec les petits débris végétaux qui traînent, là, on pourrait avoir une écrevisse qui est en train de manger dessus sans... Ce serait pas étonnant. Ah. Donc là, eh bien, on a une écrevisse de Californie. Alors celle-là, elle n'est pas bien vieille, hein, elle a 2-3 ans.
Hé hé. Hop. Hop, attends, je vais sortir pour la... Ce sera plus simple. Hop, parfait. Ok, donc là on voit au niveau de la détermination, le rostre, vraiment en pointe de stylo plume, les bords parallèles avec la pointe qu'on appelle apex, qui est bien différenciée, et pas d'épines en arrière du sillon cervical ici. Là c'est lisse. Et vous voyez, par rapport à l'écrevisse à pattes blanches, c'est pas le même comportement déjà. Il y a une agressivité et là, voilà, elle y va sérieusement plus méchamment. Et autre critère, donc, la tache blanche à la commissure des doigts et le dessous des pinces qui est rouge. Donc ça, c'est les deux critères de couleur qui sont vraiment utilisables pour la détermination de l'espèce. Pour beaucoup, une écrevisse, c'est une espèce aquatique. Sauf qu'en fait, c'est une espèce amphibie. L'écrevisse de Californie, c'est plusieurs semaines sans eau, c'est 4 à 5 km à pied sec. L'hypothèse, c'était que c'était un lâcher récent, quoi. Mais là, on a deux classes de taille, 2 ans et 3 ans. Donc forcément, ça a été introduit il y a 2-3 ans. Après, à quelle vitesse c'est remonté et tout, là, c'est un peu délicat pour le dire, quoi. On est sur des espèces qui ont une faculté à s'adapter, à être dans des sureffectifs. Quand il n'y a plus assez à manger, elles se mangent entre elles. Mais cette écrevisse se mange elle aussi, par l'homme, et c'est tout le problème. Leur pêche est donc autorisée selon une réglementation stricte. Mais notre appétit est sans limite. On a le droit de les capturer, de les consommer, point barre. Ça se limite à ça. Malheureusement, on sait très très bien qu'en autorisant la pêche, on aura toujours quelques personnes qui vont vouloir les transplanter vivantes ailleurs, quoi. Les gens qui transportent, la plupart, ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Le fait de transloquer des écrevisses d'un point A à un point B, c'est interdit, point. C'est rappelé dans tous les guides de pêche, c'est rappelé dans pas mal de supports de communication, on le sait. C'est juste que la plupart, ils sont fainéants, ils n'ont pas envie de faire 40 bornes pour aller pêcher leurs écrevisses exotiques, ils préfèrent les ramasser à côté de chez eux. Il y a de fortes chances que cette population californienne soit porteuse saine de la peste, qu'elle est remontée, enfin, elle était au milieu de la patte blanche, les pattes blanches ont été décimées jusqu'à la buse, elles n'ont pas pu franchir en tant qu'écrevisses malades, elles ne sont pas arrivées à franchir la buse, et ça a arrêté pour l'instant la mortalité jusqu'à la buse, quoi. Mais... Ça y est, la zone de confrontation est localisée, à hauteur d'une buse délimitée par un petit pont où Théo va poser un obstacle de son invention. Je suis venu aux écrevisses parce que je suis tombé amoureux, hein, des écrevisses à pattes blanches. Et forcément, on se rend compte que la grosse pression, c'est les écrevisses exotiques. Petit à petit, en aimant innover, en aimant fabriquer des pièges, j'ai commencé par faire des nasses, un petit peu plus efficaces que les nasses classiques. Par l'observation, j'ai pu constater que certains obstacles étaient infranchissables à l'écrevisse à la remontée. Et donc, en connaissant les capacités de franchissement de l'écrevisse, on peut étudier des techniques pour qu'un obstacle devienne infranchissable aux écrevisses, tout en restant franchissable aux poissons. Aujourd'hui, on laisse faire, très clairement, à beaucoup d'endroits. Pour certains, c'est le cadet de leurs soucis. Une écrevisse remplace une autre, c'est une écrevisse. Dans 30 ans, dans 50 ans, peut-être qu'on se dira « Oula, on a été un petit peu frileux ». Les impacts des espèces exotiques envahissantes sont pourtant catastrophiques. Elles représentent la 3e cause de perte de la biodiversité dans le monde. Aussi ancienne que la vie sur Terre, la biodiversité désigne l'ensemble du monde vivant sur la planète. Les espèces comme les milieux où elles vivent. Sa dégradation fait peser un risque sur toutes les ressources indispensables qui lui sont liées. L'eau, l'énergie, l'oxygène. Chacun ayant un rôle à jouer pour maintenir la stabilité du milieu. Une mare forestière, donc il y a des amphibiens, il y a des invertébrés, il y a des plantes aquatiques qui évoluent ensemble.
si on introduit un prédateur, un poisson prédateur par exemple, il va consommer les larves et donc il y aura une végétation qui ne sera plus consommée par ces larves et un déséquilibre dans l'écosystème. Et quand on arrive avec une espèce qu'elles n'ont jamais côtoyée, il y a un certain temps pour qu'elles s'y adaptent. Et tout ce temps-là, on perd des espèces et on a des dommages écologiques forts. À Paris, l'enjeu du professeur Justine est désormais de faire inscrire le ver plat dans la liste officielle des espèces exotiques envahissantes. Pour cela, il doit déterminer ses impacts sur la biodiversité. Les risques de cette invasion, c'est que Obama Nungara est un prédateur de taille assez importante, tout de même, 5 cm. L'invasion par un ver plat peut faire diminuer de manière très significative le nombre de vers de terre. Et ça, c'est important puisque les vers de terre sont les architectes du sol. Et donc, cet animal abondant et prédateur, il a sûrement un rôle sur les animaux du sol. Donc là, on a pris contact avec Monsieur Justine au muséum et c'est lui qui nous a présenté vraiment le modèle Obama Nungara, puisqu'il était présent dans toute la France, il était très représenté. Et on avait donc de cette espèce la connaissance de son régime alimentaire au sens large. On l'avait décrit comme se nourrissant sur des vers de terre, sur des escargots, sur des limaces, mais on n'avait pas de données chiffrées, on n'avait pas d'études détaillées qui permettaient vraiment d'évaluer les impacts. L'enjeu est primordial. Le ver de terre est un maillon essentiel de la vie de nos sous-sols. Sa disparition aurait des conséquences considérables. C'est afin d'évaluer ce risque que le laboratoire de biologie moléculaire, où travaille Virginie Roy, doit compléter les observations menées par Jean-Loup Justine. Après avoir élevé des Obama Nungara dans un vivarium, elle va pouvoir vérifier quelles sont ses proies privilégiées. On a un deuxième type d'approche qui est vraiment l'approche de biologie moléculaire. Donc on va chercher dans les contenus digestifs à détecter l'ADN des vers de terre et ainsi décrire les espèces qui sont mangées par Obama Nungara. Alors là, je vais découper juste à côté donc, de la bouche, sur la partie ventrale, pour essayer d'avoir un maximum de tissu qui contient de l'appareil digestif. Et donc on va récupérer au séquençage le mélange. On va pouvoir déterminer pas seulement la dernière proie, mais aussi tout ce qui a été mangé avant. Quand Obama Nungara veut manger un ver de terre, l'animal va s'allonger tout le long du ver de terre et ensuite va le tuer avec des toxines. Puis ensuite, quand le ver de terre est mort, le digérer de l'extérieur parce que le pharynx de l'Obama Nungara va sortir et englober le ver de terre. La bouche d'Obama Nungara n'est pas dans la tête, elle est sous le corps, à peu près au milieu. Les animaux sont à la fois mâles et femelles. Ils vont s'accoupler et les animaux vont alors produire ce qu'on appelle des cocons de ponte, qui sont des petites boules qui vont sortir par effraction en faisant un trou dans le dos de l'animal. Et ces cocons de ponte sont des petites boules qui sont d'abord rouges pendant quelques jours et qui ensuite vont être noires. Une petite boule de 3-4 mm. Et dans chaque boule, il y a plusieurs embryons. Donc à l'éclosion de la petite boule, ça fera 4-5 petits Obama Nungara qui vont naître.
Dès la sortie du cocon, on peut voir vraiment les juvéniles d'Obama, ils sont vraiment tout petits, se nourrir déjà et attaquer les escargots. Donc ils se mettent vraiment donc, au niveau de l'ouverture de la coquille et ils rentrent à l'intérieur de la coquille. Et ils sont capables de manger des escargots de petite taille, hein, très très vite, donc dès la sortie du cocon. La connaissance biologique, écologique et les voies de transmission et de propagation sont essentielles pour donner l'alerte et pour informer et pour faire en sorte que des réglementations soient prises sur le commerce, sur le transport de ces organismes. L'identification des modes d'introduction est une étape essentielle dans la stratégie de lutte. C'est à cause de ce défaut d'alerte qu'une autre espèce exotique envahissante a pu croître en toute impunité sur le territoire, notamment dans la Loire. Le temps qu'on identifie l'espèce, qu'on se décide à faire quelque chose, c'était trop tard en fait. Et donc là, elle s'est répandue dans toute la France. Il les décapite et enfin, il arrive à sectionner donc la tête et l'abdomen pour garder que le thorax. Et en fait, les protéines sont principalement localisées dans le thorax, donc il va se nourrir que du thorax de l'abeille. Donc c'est pour ça que quand il y a beaucoup d'attaques de frelons, en fait, on retrouve que des têtes et des abdomens au sol, quoi. Les abeilles domestiques sont les principales proies du frelon asiatique. Heureusement, la filière apicole est suivie par le groupement de défense sanitaire qui lutte contre les maladies animales. Dans la section apicole de la Loire, une vétérinaire et des techniciens visitent régulièrement les ruchers pour s'assurer qu'ils ne soient pas victimes de parasites. Ils ont pu constater la présence de plus en plus massive de ce redoutable prédateur. Ça commence vraiment à devenir un problème. Et donc actuellement, dans la Loire, on est vraiment en train d'essayer de sensibiliser l'ensemble des apiculteurs sur le sujet. Allez, j'ouvre tranquillement. Et voilà, ça y est, le frelon est là. On a des apiculteurs qui sont fortement impactés et on a détecté un nombre de nids assez important l'année dernière. On a eu 245 nids identifiés. On a détruit environ 180. Tu peux prendre le cadre? Ouais. On prend le à deux mains peut-être, ouais. On l'a détecté en 2004 dans le Lot-et-Garonne. Et ça serait donc par une poterie importée de Chine qui comportait une fondatrice de frelons asiatiques. Ces bestioles ont débarqué dans une nature qui ne le connaît pas, qui doit donc apprendre à vivre avec. Et donc apprendre à vivre avec pour la nature, ça peut être 10 ans, ce sera sûrement plus parce qu'on les a passés, ça peut être 100 ans, ça peut être 500 ans, mais c'est un claquement de doigts à l'échelle géologique. 1000 ans, c'est un claquement de doigts. À l'échelle des apiculteurs, c'est un vrai problème. À Sainte-Croix-en-Jarret, Claude Geoffrey s'occupait paisiblement de ces ruches, une vingtaine dans la région, jusqu'au jour où il a constaté la présence d'un intrus, bientôt suivi de beaucoup d'autres. On en a un sur la plante, là. Il se met en vol stationnaire pour choper les abeilles. Hop là, tiens, je l'ai raté. Les frelons peuvent détruire et détruisent complètement des colonies. On en tue quelques dizaines par jour. La machine continue à fonctionner. Les larves sont élevées, etc. etc. C'est un danger public. C'est un danger public, le frelon. Il y a des fondatrices qui émergent au printemps. Et ces fondatrices, elles vont commencer à construire toutes seules un nid primaire. Au bout d'un moment, il va y avoir quelques ouvrières qui vont les accompagner. Le nid va commencer à s'agrandir. Elles vont se déplacer dans un endroit un peu plus en hauteur, dans un arbre. Et c'est les ouvrières qui vont aller récolter la nourriture. Le frelon asiatique, évidemment, quand on groupe les ruches, c'est plus facile à identifier l'odeur, à remonter et que les différents nids trouvent et viennent se nourrir ici. Est-ce que vraiment il doit parcourir le monde? Ou est-ce qu'en technique de chasse, c'est pas plus intelligent de venir se pointer devant une colonie qui est affaiblie? Est-ce que le frelon, il n'a pas intérêt à faire ça? Est-ce qu'on lui offre pas toutes les conditions, quoi? Il a une technique de chasse qui est très oppressante pour les abeilles, puisqu'il a un vol stationnaire devant les ruches.
les abeilles vont avoir tendance à ne plus sortir des ruches. Et elles vont donc plus pouvoir s'approvisionner en nectar, en pollen et faire leur vie. Et ensuite, après, il y a toute la prédation directe, puisqu'ils attrapent des abeilles et ils prélèvent en fait juste le thorax pour se nourrir. Les dommages économiques du frelon asiatique sur la filière apicole ne sont pas négligeables. En tuant les abeilles domestiques, il menace également la biodiversité. La plupart des plantes à fleurs dépendent des insectes pour se reproduire, notamment des abeilles sauvages et domestiques, qui sont des vecteurs essentiels de la pollinisation des fleurs. Allez, on va vous rendre la reine. Allez, on rentre à la maison. Et Les pétales étant des grands drapeaux qui reflètent les rayonnements ultraviolets et qui appellent les insectes pour qu'ils se posent. À ce moment-là, les insectes viennent chercher du nectar et transportent du pollen, évidemment sans le vouloir, mais en assurant une fonction primordiale de régénération des plantes. Les insectes passent 2-3 heures dans les fleurs à se nourrir, donc peuvent polliniser, avec une efficacité qui est relative, mais qui existe tout à fait. Et les abeilles au sens large, dont l'abeille de ruche, passent la journée entière et donc un travail beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'on les caractérise comme les championnes de la pollinisation. Donc ça, c'est la petite abeille mellifère, celle qui vit dans les ruches. Je vais la diriger vers le soleil, elle va sortir. L'invasion est désormais trop massive pour pouvoir être stoppée. Le seul moyen de gestion actuel reste le piégeage le plus sélectif possible pour lutter contre la prolifération. Tout le problème est de trouver leur nid. C'est là que chacun d'entre nous peut avoir un rôle à jouer, en signalant toute identification d'un nid sur la plateforme dédiée du groupement de défense sanitaire, qui va aussitôt lancer une opération de destruction. C'est un voisin qui est venu me dire qu'il y avait un nid dans l'arbre qu'on ne voyait pas jusqu'à présent puisqu'il y avait des feuilles. Les pièges ne sont jamais suffisants. On ne capture qu'une toute petite partie des populations. Pour être efficace, il faut déjà savoir où est le nid, d'où partent les frelons et où ils retournent. Mais la solution la plus efficace, c'est la destruction avec un produit insecticide qui est réalisé par un professionnel avec du matériel adapté. Tous les frelons qui seront là, ce soir, vont rentrer au nid. D'accord ? Donc, ils vont se contaminer. Une fois qu'ils se contaminent, je les laisse 2-3 jours. Toutes les reines fondatrices qui sont là, qui vont retourner au nid, tout ça, vont être contaminées et de fait vont mourir. Donc, moi, l'intérêt de le laisser, il est là. Ensuite, dans 2 jours, je vous l'enlève. Si vous voulez, c'est vraiment pour pas qu'il y ait un impact avec des oiseaux ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, quand je vais rentrer comme ça, je vais le mettre là, tac, ou sinon je peux l'injecter comme ça, tu vois. Notre aiguillon va rentrer, il va percer l'enveloppe. Voilà, l'idée c'est vraiment de rentrer à l'intérieur et d'injecter à l'intérieur. Donc peu importe si on se sert de l'entrée ou pas. On va pas être loin de 1000 frelons à peu près, je pense. Je viens et dès que je suis prêt, hop, j'injecte avec mon pied, d'accord ? Donc là, je vais envoyer ma poudre directement à 5 bars de pression dans le nid.
La vraie problématique, c'est le coût de la destruction des nids. Il n'y a pas d'aide financière aujourd'hui pour la destruction des nids. Le coût, il peut paraître prohibitif. Moi, je connais les incidences qu'a la prédation du frelon sur les abeilles. Et puis, il y a aussi une responsabilité sociale collective. Si on hiérarchise les choses, le frelon, il est tout en bas. Il est tout en bas de quoi? Même s'il pose des problèmes, hein. Il est tout en bas de phénomènes qui sont sans commune mesure. C'est-à-dire l'intoxication des milieux et la destruction des habitats. Bien plus bas, on a le problème du frelon. Il y a 5 causes majeures d'érosion de la biodiversité. La destruction et la fragmentation des habitats, la surexploitation des ressources, les différents types de pollution dans les différents milieux, le réchauffement climatique. Et la 5e, c'est les espèces exotiques envahissantes. La prolifération de ces espèces ne cesse de croître depuis quelques années, car notre milieu est fortement dégradé. Elles se multiplient beaucoup plus facilement dans un environnement appauvri de ses défenses naturelles, au point de ne plus avoir les capacités de se réguler seules. L'intervention humaine en devient obligatoire. La gestion du ver Obama-Nungara est impossible sans le soutien des professionnels de l'horticulture, qui vont contribuer à identifier les importations à risque. La station d'essai Rateau est riche de spécimens horticoles, car c'est ici qu'est expérimenté le comportement des fleurs pour les professionnels de la région. Une tête de réseau importante dans la diffusion de l'information. Lui, c'est quand même un ver, il ne peut pas se déplacer comme ça sur des kilomètres. Et il a profité quelque part du transport, j'imagine, des végétaux. Ils peuvent venir d'entreprises spécialisées de production de jeunes plants pour se diffuser dans quelques entreprises. Et c'est comme ça qu'on l'a trouvé, en fait. C'est en déplaçant des pots pour la commercialisation ou pour la culture. D'un seul coup, on a fait apparaître la bestiole. Puis, donc, nous avons diffusé cette information à nos adhérents, en incitant à la vigilance. L'alerte a bien été reçue à moins de 30 km de là, et nous avons été accueillis en toute transparence. Nous avons pu observer de manière totalement inédite la réalité de l'intrus dans son milieu d'adoption. On a trouvé ces fameuses vers sous les containers en travaillant en pépinière. Il détruit et les escargots et surtout qu'il détruit nos vers endémiques des terreaux. Donc on le trouve en période très pluvieuse et quand il fait pas trop chaud. Dès qu'il fait chaud, il disparaît et on ne sait pas où il passe. Certainement qu'il doit s'enterrer. On a eu des alertes au niveau horticole, au niveau pépiniériste. Sur le net, on reçoit des informations. Moi, quand j'ai un animal que je ne connais pas, nous, on le considère comme prédateur, donc on le détruit. Et après, on nous a dit qu'il fallait les détruire et puis surtout le signaler. Donc chaque fois qu'on en trouve, on le signale. Au soleil, ils fondent. Ils se décomposent très vite. Je pense qu'ils sont sensibles à la lumière, notamment. Pas forcément à la chaleur, oui. Au soleil, énormément. Et je pense qu'à la lumière, on ne la voit pas du tout. Et une année, j'en ai ramassé au moins 50-60. Hein. Là, si vous voulez, j'en ai beaucoup gardé parce que j'ai une femme qui est enseignante, qui enseigne l'horticulture. Et j'en avais toute une collection qu'elle montrait à ses élèves pour leur apprendre cette aide, puisqu'elle est nouveau envahisseur. Elle fait aussi de la protection des végétaux. Quand l'importateur décide d'importer un conteneur de plantes en pot de l'autre bout du monde, il va probablement gagner quelques pourcents de bénéfices en plus. Maintenant, si on met en face de ça le coût, les derniers calculs sont que les espèces envahissantes ont coûté à l'économie mondiale
plus de 150 milliards d'euros en 2017. Une somme considérable, à tel point que certains se demandent s'il ne faudrait pas ne rien faire. Attendre et voir. La victoire en reviendrait sans conteste aux espèces invasives, qui deviendraient très vite majoritaires, au point de risquer une homogénéisation du vivant. Si on voit les mêmes espèces s'installer partout, le monde de demain, c'est la perte de la diversité. Donc vous irez n'importe où dans le monde et vous verrez les mêmes herbes, les mêmes animaux, les mêmes plantes. Et tout ce qui était avant aura disparu. Est-ce qu'on a envie de perdre toutes ces espèces qui font la richesse de nos paysages, qui constituent toute la biodiversité, au profit d'un nombre très restreint d'espèces qui vont occuper tout l'espace? Mais la nature est pleine de mystères et peut parfois réserver des surprises en offrant des alliés inattendus. La loutre avait disparu du département de la Loire dans les années 80. Et puis c'est vraiment en 2011 où là on s'est rendu compte qu'elle faisait vraiment son retour et on a commencé à la retrouver sur les plus beaux cours d'eau du département. Alors ça a bien marché. Ah, la loutre est passée. Ah, une belle vidéo de loutre. C'est un animal qui va manger les espèces qui sont les plus abondantes. Donc elle mange des poissons. On s'est rendu compte aussi qu'elle pouvait manger des écrevisses. On retrouve des épreintes, donc des crottes de loutre, qui contiennent parfois pas mal de restes de carapace d'écrevisses. Après, je suppose que c'est en grande partie des écrevisses américaines, puisque c'est celles qu'on retrouve le plus facilement en abondance dans nos cours d'eau, malheureusement. Ah, on en a une ici. Faire une petite photo, une belle épreinte avec des restes d'écrevisses. Je dis ça pour provoquer, je ne le pense pas vraiment, mais c'est de se dire on veut maintenir les choses dans un état. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il ne faut pas accepter aussi que ça évolue On est dans l'anthropocène, hein, et on est dans un monde où malheureusement l'homme a tellement modifié les écosystèmes qu'il est là aussi pour les réparer. Donc avec les invasions biologiques, l'homme est au cœur du problème. Mais l'homme peut être aussi au cœur de la solution. Nous sommes allés ramener des arbres ou des plantes depuis des distances de dizaines de milliers de kilomètres. Elles ne sont pas venues toutes seules. Donc, nous avons fait une erreur et c'est à nous d'essayer de la corriger. Depuis le siècle dernier, l'homme a tellement dégradé son environnement qu'il est à l'origine de la 6e extinction de masse des espèces. La première qui ne trouve pas son origine dans des bouleversements climatiques. Notre empreinte sur Terre est désormais indélébile, offrant par la même occasion un milieu d'adoption favorable aux espèces exotiques envahissantes. Ces envahisseurs ne sont pas des êtres venus d'ailleurs. Ce sont nos créatures, l'horrible reflet de notre emprise sur la planète. Aujourd'hui, un ver, et demain, qui d'autre?
Cette régulation est sans fin, au point de sembler illusoire. Comment bloquer la progression de ces espèces alors que notre appétit pour le profit ne cesse d'en importer de nouvelles? Que pèse cet infiniment petit aux conséquences désastreuses face à cet infiniment puissant? Que pèse la biodiversité dans notre société globalisée? Envahisseurs, lutte, extermination, le vocabulaire quasi militaire qui accompagne ces espèces a un formidable pouvoir médiatique. Va-t-il permettre de faire le focus sur l'importance des enjeux encore trop mal connus de la biodiversité et de leur urgence? Les envahisseurs, point de départ d'une réflexion plus large sur la préservation de notre planète.